Bonjour, mes chers élèves de la deuxième année collégiale. Donc, après avoir fini le cours sur la reproduction humaine, on est arrivé au dernier chapitre, c'est l'hérédité humaine. On va découvrir qu'est-ce que ça veut dire. À partir de cette image, vous allez remarquer que les individus d'une espèce, si c'est l'espèce humaine, il est caractérisé par l'apparition d'un ensemble de caractères, c'est-à-dire ils ont des yeux, ils ont le nez, ils ont des cheveux, sont donc des caractères spécifiques qui les différencient des caractères des autres espèces animales et végétales. La deuxième image, il nous montre qu'il y a d'autres caractères, c'est-à-dire lorsqu'on arrive au niveau des familles, on peut remarquer qu'il y a une grande ressemblance, c'est-à-dire que ces caractères sont individuels et ils sont transmis des parents aux enfants. On parle donc des caractères héréditaires. Dans la situation de départ, les humains présentent des caractères qui les distinguent des autres espèces, comme on a vu dans la première image, mais au sein d'une même famille, c'est-à-dire la deuxième image, il y a des caractères qui se ressemblent et se transmettent de génération en génération. Ce sont donc les caractères héréditaires. On va poser ici deux grandes questions. Qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? Comment se transmet le caractère héréditaire? On commence par la détermination du caractère héréditaire à partir de l'exploitation des documents suivants. Vous allez remarquer dans la première image, que vous voyez ici, qu'il y a une très grande ressemblance entre les générations. Ici, grand-père, le père et puis le fils. Donc vous voyez qu'il y a une transmission des caractères héréditaires d'une génération à une autre. Vous avez ici 3 générations. Il y a d'autres caractères qui ne sont pas héréditaires, comme vous voyez ici, chez une fille. En été, vous voyez la couleur bronzée, sous l'effet des rayonnements, des rayons solaires. Et puis, la même personne, en hiver, donc vous voyez, disparition de cette couleur. C'est-à-dire que ces variations de couleur ne sont pas des caractères héréditaires. La même chose pour un homme qui pratique la musculation, c'est-à-dire que cette forme musculaire ne va pas être transmise aux descendants. Mais il y a aussi d'autres caractères sous forme de maladie qui sont héréditaires, par exemple ici l'albinisme. Vous voyez qu'il y a un problème au niveau de la pigmentation, de la couleur de la peau et celle des cheveux qu'on peut remarquer surtout au niveau des yeux. Donc, à partir de ces images, on va remarquer qu'il y a des caractères spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont liés à l'espèce humaine, avoir un nez par exemple, des cheveux, etc. Il y a des caractères individuels qui peuvent être transmis aux descendants, c'est-à-dire de génération en génération, la forme du nez, la couleur des yeux, la forme des cheveux, etc. La musculation, le bronzage ne peuvent pas être transmis. Donc, ces caractères ne sont pas héréditaires. Il y a aussi des anomalies héréditaires, l'exemple de maladies, des anomalies, l'albinisme, la polydactyle, etc. Comme conclusion, donc, on va différencier entre deux types de caractères. Les caractères spécifiques, la plupart des caractères individuels se transmettent de génération en génération, ce sont donc des caractères héréditaires. Certains caractères individuels peuvent être modifiés, caractères individuels, c'est-à-dire en relation avec l'individu, peuvent être modifiés par l'environnement, ne sont pas transmis, donc sont non héréditaires, la musculation, le bronzage. Les maladies héréditaires sont transmises aussi. Comment donc se transmet un caractère héréditaire? On va déterminer donc la façon de la transmission des caractères héréditaires. On va déterminer la localisation de l'information génétique, parce que la transmission des caractères héréditaires elle est en relation avec une information appelée l'information génétique. On va donc déterminer où se localise cette information à partir des résultats expérimentaux. Vous remarquez ici la localisation de l'information génétique au niveau de la cellule. Ils ont prélevé
d'une vache d'élite, c'est-à-dire bien sélectionnée, un embryon au début de son développement, l'étape, la phase 32 cellules, vous voyez, c'est un ensemble de cellules. On essaie de les dissocier, de les isoler. On prend une seule cellule et puis on extrait le noyau qui est en rouge à l'intérieur. En même temps, on va prendre d'une autre vache. C'est une vache qui est ordinaire. On prend l'ovule. On essaye d'éliminer son noyau. Donc on parle ici, donc on va laisser uniquement le cytoplasme et la membrane cytoplasmique. On prend donc cet ovule, on va introduire le noyau de la cellule issue de la vache tachetée, la vache d'élite. Après un certain temps, donc vous avez ici, il y a un mélange entre le contenu, c'est-à-dire le cytoplasme, la membrane cytoplasmique de l'ovule issu de cette vache ordinaire, avec le noyau de la vache d'élite. On essaye donc de mettre l'œuf dans l'utérus d'une autre vache appelée porteuse. Et si on utilise plusieurs vaches pour avoir plusieurs individus, donc vous voyez que le résultat, c'est-à-dire formation des veaux qui ressemblent à la vache d'élite, mais pas à la vache ordinaire. C'est-à-dire que le caractère génétique, l'information génétique, elle est au niveau du noyau, mais pas au niveau du cytoplasme et la membrane cytoplasmique. La conclusion donc des expériences de transfert du noyau réalisées chez l'animal démontre que l'information génétique est localisée dans le noyau de toutes les cellules. On cherche donc où réside le support de cette information génétique au niveau du noyau. On essaie donc à partir de cette observation. À un certain moment de la vie cellulaire, le noyau présente un contenu filamenteux sous forme des chromosomes. Donc le noyau, à partir de la première expérience, on a dit que l'information génétique se trouve au niveau du noyau. Et cette observation nous montre que dans le noyau, il y a des filaments, ces filaments d'ADN appelés les chromosomes. En essayant par une technique de laboratoire d'extraire les chromosomes d'une cellule donnée, on va les présenter sous forme, que vous voyez ici, des karyotypes. Donc vous allez remarquer que ces chromosomes ils sont associés en paires. Et si j'essaie de compter le nombre de paires, vous allez trouver 22 paires qui se ressemblent, 2 par 2. Et puis il y a XX, c'est-à-dire la paire qui est sous forme de chromosome sexuel. Ici, c'est le karyotype d'une femme qui est normale. Donc, vous voyez, XX, 22 paires de chromosomes identiques, plus la dernière paire sexuelle, XX. Chez l'homme normal, le sexe mâle, donc vous allez remarquer qu'il y a presque la même chose au niveau des 22 paires de chromosomes, mais pour la dernière paire, ici, vous allez remarquer qu'il y a XY. Ici, il y a le XX chez la femme. Chez l'homme, il y a le XY. Vous voyez donc le Y, il est trop petit par rapport à X. Un autre karyotype d'une personne qui est atteinte d'une malformation, d'une trisomie 21, vous allez remarquer qu'il y a 22, mais vous voyez au niveau de la paire numéro 21, il n'y a pas 2 chromosomes, mais 3. On parle donc d'une trisomie. C'est ce qu'on appelle le mongolisme. Donc, ça nous donne des enfants qui sont mongoliens. Donc, le karyotype d'un homme sain, pas atteint de maladie, c'est-à-dire, vous voyez que les chromosomes sont associés en paires, il n'y a pas de triple. Et vous voyez, ce qui désigne qu'il s'agit d'un homme, c'est la dernière paire formée de 2 chromosomes sexuels, X et Y. Vous voyez, le Y, il est trop petit par rapport à X. Pour la femme, la même chose pour les 22 paires, mais pour la 23e paire, vous voyez ici, c'est XX,
Il s'agit donc d'une femme. Comparez donc le karyotype de la personne saine et le karyotype d'une personne atteinte de trisomie. Donc vous allez remarquer, comme j'ai dit, ici il y a l'enfant atteint de la trisomie 21, qu'on voit ici. Si on essaye d'analyser son karyotype au niveau des cellules, on va donc remarquer qu'il y a au niveau de la 20e paire, il y a 3 chromosomes au lieu de 2. On parle donc de la trisomie. L'observation microscopique colorée du noyau d'une cellule en division montre de nombreux corps appelés les chromosomes. Chaque chromosome est formé d'un long filament de l'ADN. L'ADN, donc, c'est l'acide désoxyribonucléique. Dans le noyau d'une cellule, les chromosomes sont associés 2 par 2, c'est le karyotype. L'homme possède 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 22 paires qui sont des autosomes, plus un XY, c'est-à-dire des chromosomes sexuels, chez l'homme. Chez la femme, il y a 22 paires, la même chose, mais pour la dernière paire, on trouve XX chez la femme. Une anomalie au niveau du nombre de chromosomes entre elles, des malformations, exemple la trisomie 21. Donc ici, on va déterminer où se localise l'information génétique au niveau des chromosomes. Donc vous allez remarquer qu'il y a le chromosome, il est formé d'un ensemble de zones, et chaque zone, elle contrôle un caractère bien déterminé, donc ces zones sont des gènes. Vous allez remarquer que le gène, il est sous forme de 2 paires, ce qu'on appelle les allèles. Par exemple, cette partie au niveau du chromosome, il va donc réguler la couleur des yeux, par exemple, envers un autre caractère, etc. C'est-à-dire, chaque partie, chaque zone du chromosome, appelé gène, il contrôle un caractère génétique déterminé. Par exemple, ici, le AB, par exemple, vous voyez, il y a un ensemble ici. Chaque zone, elle détermine un caractère et chaque zone du chromosome est appelée un gène. La conclusion, l'information génétique de chaque individu est portée par les chromosomes. Le caractère héréditaire est contrôlé par une partie du chromosome appelée gène. Chaque gène s'exprime sous forme d'allèle. Donc on a 2 formes. Exemple, le gène qui contrôle la couleur des cheveux se trouve sous forme d'allèles différents, brune, noire, etc. Maintenant, on va déterminer le rôle des chromosomes dans la transmission des caractères et des maladies héréditaires. Donc vous allez remarquer que l'homme il a 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires. La même chose pour la femme, la différence uniquement au niveau des chromosomes sexuels. L'homme, il produit des spermatozoïdes qui auront 23 chromosomes. Donc vous voyez ici 46, il va se diviser par 2. Vous voyez, il va donner ici le vert, les chromosomes verts. Pour la femme, il a 46 chromosomes sous forme de 2 paires, mais il va donner uniquement un seul chromosome. Et vous voyez donc, il y a la fusion des 2 chromosomes, le vert d'origine paternelle et le rouge d'origine maternelle. Ici, on aura chez le bébé la même chose, 46 chromosomes. La transmission des caractères héréditaires, vous allez remarquer que à partir de l'exploitation, par exemple, on suit la transmission d'un caractère de couleur des cheveux, on nomme B, grand B, majuscule brune, et puis blonde. Vous allez remarquer que les parents ici, ils ont le gène qui contrôle les cheveux. Pour cette femme, à l'intérieur des chromosomes, j'ai dit qu'on va trouver 2 paires, c'est-à-dire il y a B, grand B, petit b. Vous voyez que le grand B, c'est dominant, il domine sur le petit b. La même chose ici, c'est pourquoi que les cheveux, ils sont brunes. Pourquoi? Parce qu'il y a une dominance du grand B qui est en relation avec la couleur brune. Donc l'allèle B, elle est dominante. L'allèle petit b, blanc, elle est récessif. Donc, si on essaye de faire un croisement, après un mariage, vous aurez donc les enfants. Vous allez remarquer qu'il y a des possibilités
d'associer le grand B de la mère avec le grand B du père, on va trouver B, donc ce sont des cheveux qui sont bruns. Il y aura une association B avec petit b, aussi B, petit b, ils vont, donc ce sont des porteurs d'allèles de cheveux blancs. Vous voyez qu'il y a B, grand B, petit b, mais les cheveux ils sont bruns. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours la dominance du B, grand B sur petit b, c'est-à-dire que la couleur brune, il domine la couleur blanche. Mais c'est parfois, il y a l'ovule qui porte le petit b et le spermatozoïde qui porte le petit b. Cette association va nous donner une fille, par exemple, qui a des cheveux petit b, c'est-à-dire les cheveux seront blancs. Vous allez remarquer qu'il y a ici 25% de possibilité d'avoir un enfant qui a des cheveux blancs et 75% de cheveux qui sont bruns. Donc jusqu'ici, on va s'arrêter, on va continuer pendant la séance prochaine, Inch'Allah. Merci à vous tous.